La Fondation de la France libre en tant que telle existe depuis 1994. Elle a été créée par nos anciens, le général Jean Simon par exemple, à un moment donné où les associations que les Français libres avaient créées après la guerre arrivaient à leur fin parce que les Français libres eux-mêmes arrivaient à un âge très avancé. Et donc ils souhaitaient que leur histoire, que leur combat pendant la guerre ne soit pas oublié. Et leur but, ça a été de créer la fondation pour donner à des gens, comme moi dans le département du Loiret, la mission de parler de l'histoire de ces femmes et de ces hommes. Alors je vais donc vous parler de la France libre pour que vous compreniez son organisation. L'organisation militaire à laquelle les 3 Français libres de votre région du Loiret, dont je vous parlerai, ont appartenu. Et comme 2 d'entre eux sont compagnons de la Libération, je vous dirai, si ça ne nous mène pas trop tard, de l'ordre de la Libération lui-même, qui est le deuxième ordre national après la Légion d'honneur. Alors, pourquoi la France libre est-elle créée? Il faut faire un rapide retour sur la chronologie du début de la Deuxième Guerre mondiale. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne. En vertu des accords qui ont été signés avant la Deuxième Guerre mondiale par le gouvernement français et le gouvernement polonais, le 3 septembre 1939, à midi, l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne, et à 17h, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Il ne se passe pas grand-chose. Bon, il y a quand même des soldats qui ont perdu la vie entre le 3 septembre 1939 et le 10 mai 1940. Vous avez connu ça, pour certains d'entre vous, on appelle cette période la drôle de guerre, comme si une guerre pouvait être drôle, mais on dit drôle de guerre dans le sens où justement il ne se passe pas véritablement d'activité militaire. Et puis le 10 mai, patatras, c'est le déclenchement de l'attaque allemande, donc je passe très vite parce que je pense que tout ça ce sont des faits que vous connaissez. Le 16 juin 1940, le maréchal Pétain est nommé chef du gouvernement, en remplacement de Paul Reynaud, qui a démissionné, qui espère être rappelé, qui ne sera jamais rappelé. Et le 17 juin 1940, le maréchal Pétain demande aux Allemands les conditions, ça se passe même pendant la nuit du 16 au 17, les contacts sont pris pour demander aux Allemands quelles seraient les conditions pour une cessation des combats. Et là, Pétain prononce un discours radiodiffusé qui va être très grave de conséquences par la phrase suivante qu'il indique: c'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Cette phrase, elle est funeste dans le sens où très rapidement elle va être connue et l'armée va se dire bon, bah, la guerre est finie et en une semaine il va y avoir 1 million de soldats français qui vont être faits prisonniers. Alors qu'il y avait quand même encore moyen de mener au moins des combats d'arrière-garde. Alors, pendant ce temps-là, le général de Gaulle, lui, est en mission à Londres. Il revient à Bordeaux le 16 juin 1940. Il arrive à Bordeaux pour apprendre qu'il est sous-secrétaire d'État à la guerre depuis peu de temps, depuis début juin. C'est pour ça que Paul Reynaud l'avait envoyé en mission à Londres. Il arrive à Bordeaux dans l'avion, c'est ce modèle d'avion qui avait été mis à sa disposition par Winston Churchill, le Premier ministre britannique. Il arrive à Bordeaux pour apprendre qu'il ne fait plus partie du gouvernement. Paul Reynaud a démissionné et Pétain a été nommé à sa place par le président de la République. Donc, pendant la nuit du 17 au 18, il prend un certain nombre de dispositions. Paul Reynaud, qui vient juste de démissionner, possède encore des fonds secrets, va lui donner une somme d'argent. Et le lendemain matin, à 9h, le général de Gaulle repart en Angleterre dans cet avion. Il arrive à Londres. Winston Churchill, le Premier ministre, lui dit
vous êtes français libre, vous voulez continuer le combat, je vous reconnais, vous et ceux qui viendront vous rejoindre, comme étant le chef des Français libres. Donc le général de Gaulle va préparer à Londres, dans la journée du 18, son fameux appel, qu'il prononcera le soir à la BBC. Ce premier appel n'a pas été malheureusement enregistré. Le texte original, raturé, réécrit, etc., existe. Il est à la Fondation Charles de Gaulle. Et il se passe 4 jours, et le 22 juin, l'armistice est signé. Vous savez que ça se passe à Rotonde, dans le wagon, pour bien humilier la France. On met un drapeau nazi sur la statue du maréchal Foch et on fait signer les Français dans le wagon où les Allemands avaient signé leur reddition le 11 novembre 1918. Alors, qui crée la France libre? Vous avez compris, c'est évidemment le général de Gaulle. Et finalement, l'acte de naissance de la France libre, c'est son premier appel du 18 juin. Cette affiche qui est en français et ici en anglais, va être installée sur un certain nombre de murs de la ville de Londres dans la nuit du 3 au 4 août. Donc pratiquement 2 mois plus tard. Elle reprend en partie les thèmes abordés par le général de Gaulle dans ses différents appels successifs, mais surtout, le général considère que la France n'a pas perdu la guerre. Il va d'ailleurs... il va dans son appel, ça mérite d'y passer quelques instants, dire des phrases, j'ai extrait des phrases qui sont véritablement très importantes. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire, car la France n'est pas seule, il le répète à 3 reprises. Elle a un vaste empire derrière elle, il pense aux colonies notamment d'Afrique occidentale et d'Afrique équatoriale. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. On verra à quel point, d'ailleurs, la France libre, et plus tard, quand l'amalgame sera fait avec les troupes qui obéissent à Vichy et qui sont basées en Afrique du Nord, à quel point on va utiliser l'industrie des États-Unis pour armer l'armée française. Cette guerre est une guerre mondiale. Et là, on a affaire à quelqu'un qui est un visionnaire. Dire le 18 juin que c'est une bataille et que la guerre n'est pas perdue, il faut véritablement être visionnaire. Il y a une population de 40 millions d'habitants, il y a 8 millions de personnes qui sont en exode, sans compter les Hollandais et les Belges qui sont arrivés les premiers. Il dit aussi, il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. C'est exactement ce qui va se passer au fur et à mesure des années. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Là, on a véritablement l'acte de naissance de ce qui va devenir la France libre. Très rapidement, il est au sein des premiers qui le rejoignent, il s'établit une discussion qui consiste à dire les nazis ont un drapeau, ont un emblème qui est la croix gammée, il faut que la France libre ait un emblème. Et donc l'emblème qui va être choisi, que l'on va retrouver sur les écussons des unités militaires, sur les véhicules qui composent les divisions blindées, etc. On va retrouver la croix de Lorraine absolument partout. Alors la France libre, elle est composée de qui ? Elle est composée de Français, mais aussi d'étrangers. Il y a même quelques Allemands qui sont des gens qui luttent contre le fascisme depuis des années, des Italiens, qui vont combattre au sein de la France libre. Et ils vont combattre dans les différentes unités qui vont être militaires, qui vont être créées,
ou au sein de réseaux de résistance clandestins sur le sol national. Alors, une phrase de Winston Churchill, qui est prononcée le 20 août 1940 aux communes. Aujourd'hui, il parle du Brexit. À l'époque, il parlait d'un autre sujet. Tous ces Français libres ont été condamnés à mort par Vichy, à commencer par le général de Gaulle lui-même. Mais le jour se lèvera aussi sûrement que le soleil demain, où leurs noms, riches d'honneurs reconnus, seront gravés dans la pierre de toutes les rues et de tous les villages d'une France rendue à sa pleine liberté et à son ancienne renommée dans une Europe sauvée. Lui aussi, il a un discours très combatif et très visionnaire. Alors, rapidement, nous allons passer en revue les différentes unités combattantes de la France libre. Je parle d'abord des forces aériennes de la France libre, qu'on appelle les FAFL, qui sont composées de 3 groupes de chasse. Alors, ces groupes de chasse vont être intégrés dans l'organisation militaire britannique. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir des numéros de squadron. Et par contre, au niveau de la France libre, pour bien montrer au monde que ce sont des Français qui continuent la guerre, bien qu'ils soient pour beaucoup condamnés à mort par Vichy, le général de Gaulle est condamné à mort pour désertion. Lui qui veut continuer le combat, il faut quand même le signaler. La France libre va décider de donner des noms de provinces françaises. Et donc les 3 groupes de chasse vont s'appeler l'Île-de-France, avec 2 escadrilles qui vont s'appeler Paris et Versailles. Le groupe de chasse Normandie, qui sera le seul groupe de chasse étranger à combattre aux côtés des troupes soviétiques sur le front de l'Est. Ce qui fera enrager Churchill, ce qui fera enrager Roosevelt, mais peu importe, le général de Gaulle, par cet acte-là, veut montrer aussi que sur un plan politique, la France garde son libre arbitre, et que si elle a envie d'envoyer des soldats en Union soviétique, elle est libre de le faire. Donc cette escadrille, ce groupe de chasse Normandie deviendra, par la volonté de Staline, le groupe de chasse Normandie-Niemen, du nom d'un fleuve célèbre en Union soviétique. Avec 3 escadrilles, Le Havre, Rouen et Cherbourg. Vous voyez cette volonté toujours de montrer que la France est en guerre. Et puis, il y aura 2 groupes de chasse, 2 groupes de bombardement, pardon. Alors, vous remarquez d'ailleurs dans les photos que je vous ai mises que les avions sont des avions britanniques, bien évidemment. Les avions militaires français sont restés en France, et donc la France libre va continuer la guerre à partir d'avions qui vont lui être fournis dans un premier temps par les Britanniques, et dans un deuxième temps, après l'entrée en guerre des États-Unis, par les États-Unis, la France payant ses dettes et terminant de régler ses dettes à nos alliés après la guerre. Et alors ces groupes de bombardement, il va donc y en avoir 2. Le groupe Lorraine, on voit ici une des 2 escadrilles Nancy, on retrouve la Croix de Lorraine, et la 2e escadrille qui sera Metz. Metz qui est ville occupée par les Allemands et pratiquement réannexée à l'Allemagne comme pendant la période de 1870 à 1918. Et puis alors, pour mémoire, 2 groupes de surveillance côtière et 2 régiments de chasseurs parachutistes. Ensuite, des marins. Alors, les marins donc, sont intégrés au sein des forces navales françaises libres, les FNFL, et je vais vous faire circuler, d'ailleurs, vous les verrez de près, je vais vous faire circuler cet écusson, et puis celui-ci, qui est un écusson général pour tous les Français libres, et puis les 2 décorations dont je dirai un mot à la fin, suivant le déroulé de l'après-midi. Alors, dans les forces navales de la France libre, le choix de la Croix de Lorraine, évidemment, est gardé, et le pavillon du Mat de Beaupré est celui-ci, avec des triangles bleu d'un côté, rouge de l'autre. Et il va y avoir un certain nombre de bateaux qui vont rejoindre les forces navales. Alors aussi bien des bateaux de surface, comme ici des corvettes,
aussi bien des sous-marins, je vais y revenir, que des bateaux de marine marchande. Parce qu'il faut aussi assurer du transport pour faire venir des troupes, pour faire venir du matériel depuis le continent américain vers l'Angleterre. Alors, un petit mot concernant le sous-marin Surcouf. C'est à l'époque le plus grand sous-marin du monde, et il rallie le général de Gaulle après son appel. Et alors, vous voyez qu'à l'intérieur de cette superstructure, il y a, enfin on ne le voit pas là en l'occurrence, il y a cette superstructure qui contient à l'intérieur un petit hydravion, donc qui peut être mis à la mer et aller surveiller, faire des repérages aux alentours. Ce sous-marin, il a une fin tragique au large de l'Amérique centrale. Une nuit, il est percuté par un bateau de guerre américain. Et le sous-marin coule, c'est-à-dire que l'équipage qui comprenait, je crois, 113 marins, à leur cimetière encore aujourd'hui et pour toujours, est dans le fond de la mer au large de l'Amérique centrale. Pour montrer, quand le général de Gaulle parle des combats sur terre, en mer et dans l'air, il veut qu'il y ait partout des troupes qui combattent. Donc, il va y avoir des Français à bord de corvettes qui vont être fournies par les Britanniques. Ces corvettes vont accompagner les convois qui viennent d'Halifax au Canada vers l'Angleterre, puis après de ports américains vers l'Angleterre, une fois les États-Unis entrés en guerre. Et alors, j'ai choisi de dire un mot de la corvette Aconite, qui est un bateau qui est très célèbre quand on s'intéresse à l'histoire des FNFL, parce qu'en 12 heures, cette corvette française, marin français à bord, coule 2 U-boats allemands, 2 sous-marins allemands. Et puis ensuite, alors il n'est pas de votre secteur, il habitait dans l'est du Loiret, j'ai connu M. René Ravion, qui a été lui-même canonnier à bord de ce bateau qui était le fort Binger. Donc vous voyez 82 bâtiments de guerre de toutes sortes, des sous-marins, des croiseurs, des corvettes, etc. 58 bâtiments de marine marchande, un régiment de fusiliers marins qui appartiendra à la première division françaisiste dont je vais parler un peu plus loin. Vous savez tous que Vichy a séquestré la flotte française. Alors il y a une flotte qui va se trouver à Alexandrie en Égypte, qui ne participera pas à la guerre, mais qui sera en territoire gardé par les Anglais, sans que jamais ces marins veuillent reprendre le combat, ce qui est quand même relativement, pour moi en tout cas, assez honteux. Et puis il va y avoir la flotte basée à Toulon, qui elle va se saborder à l'arrivée des Allemands quand les Allemands vont envahir la zone sud de la France. Ensuite, 2 unités terrestres. Alors évidemment, celle-ci est très célèbre, mais on la connaît sous le nom de 2e division blindée. Or, cette unité militaire, elle a un début d'histoire qui se passe en Afrique noire, en Afrique équatoriale française, où Leclerc, en 2 campagnes successives, va traverser depuis l'Afrique noire jusqu'en Afrique du Nord. Il va prendre l'oasis de Koufra au passage aux Italiens. Et donc ça s'appelle la colonne Leclerc au début. Puis ça devient la 2e brigade française libre. Puis la force L. Et enfin la 2e DB. La 2e DB, ça va être au moment où Leclerc arrivant en Afrique du Nord, il se trouve là des troupes qui obéissent au gouvernement de Vichy, des troupes de la Troisième République, qui passent sous les ordres du régime de Vichy, qui ne combattent pas pendant 2 ans, qui tirent sur les Américains au moment du débarquement anglo-américain sur les côtes algériennes et marocaines. On n'en parle jamais, il y a eu 1500 morts américains. Ceux-là, la France n'a jamais été en guerre avec les États-Unis, mais il en est mort quand même 1500 sous des balles françaises. Et donc, à ce moment-là, le général de Gaulle, ce serait trop long de passer toutes les péripéties en revue, va devenir chef du gouvernement provisoire de la République française, et donc les troupes qui sont en Afrique du Nord vont devoir recommencer à se battre. Et là, Leclerc va, on le voit ici à la libération de Paris, il va
faire une prouesse, c'est-à-dire qu'il va arriver à faire combattre ensemble des gens qui se détestent, parce que les Français libres sont des précurseurs, et les militaires qui sont en Afrique du Nord depuis 1940 et qui n'ont pas combattu, en quelque sorte en veulent à leurs camarades d'avoir été un peu des visionnaires en continuant la lutte. Alors, je vous passe tout le périple. Je voulais juste citer un monsieur de Chanteau, Pierre Curson, qui est décédé il y a quelques années. Pierre Curson, il était tireur à bord de ce char. Alors on retrouve ici les cuissons de la 2e DB. Les chars de la 2e DB sont des chars Sherman fournis par les États-Unis. Il y a 5 hommes à bord, lui il est tireur. Et je vous cite son cas parce qu'il m'a fait comprendre. Je savais que Leclerc était adoré par ses hommes, mais il m'a fait comprendre pourquoi en me citant l'anecdote que je vais vous raconter. Il est dans un village de Normandie. En très peu de temps, son char, dont lui est tireur, dégomme 2 chars allemands dans un village. Leclerc est là 10 minutes après. Il vient les féliciter, il vient prendre ça va, vous n'êtes pas blessé, bravo, etc. Quand vous avez entendu d'anecdotes comme ça, ben évidemment, sur une division blindée qui comportait 16 000 hommes, un équipage de chars qui reçoit la visite du chef qui vient les encourager, on comprend pourquoi ce grand homme avait une telle aura. Et puis alors, la deuxième grande unité militaire française, qui est malheureusement moins connue, elle a été dissoute après la guerre, c'est une unité exclusivement française libre. Il n'y aura pas d'amalgame, comme pour la 2e DB, avec les troupes présentes en Afrique du Nord. Et la première, si je vous laisse lire, hein, elle est connue à la fin sous le nom de Première Division Française Libre. Alors elle combat sur plusieurs continents, c'est-à-dire qu'elle va participer à l'opération de Dakar, où le général de Gaulle essaye de rallier l'Afrique occidentale française à la France libre, ce qui échoue. Ensuite, elle va arriver en Afrique équatoriale, elle va traverser l'Afrique par terre et par mer, en passant par le sud de l'Afrique, pour aller chasser les Italiens de la Corne de l'Afrique. Et ensuite, elle va se battre une guerre malheureusement franco-française, puisque vous savez que ce que l'on appelait le Levant français, c'est-à-dire l'actuelle malheureuse Syrie et le Liban, avait été gouverné par la France, par un mandat qui lui avait été donné avant la guerre par la Société des Nations. Et là, c'était Vichy qui régnait. Et Vichy avait autorisé l'aviation allemande à pouvoir utiliser les aéroports français de Syrie et du Liban. Ce qui risquait d'avoir de très très graves conséquences sur le sud de l'Union soviétique, la région de l'Oural, parce que là, ça permettait aux Allemands de se rapprocher terriblement du front et d'aider le front allemand en Union soviétique. Donc, les Anglais et la France libre décident de récupérer, de passer du côté allié le Levant français. Il va donc y avoir des combats fratricides. C'est la seule campagne pendant la guerre pour laquelle aucune décoration ne sera délivrée. Parmi les troupes de Vichy commandées par le général Dens, il y a un certain nombre de soldats qui vont se dire maintenant ça suffit, on rejoint la France libre, et puis les autres vont réembarquer. Il y a un accord qui est signé, et les troupes qui ne rejoignent pas la France libre vont regagner la France par bateau. Et vous retrouvez ici les cuissons de la première division française libre, toujours avec la croix de Lorraine. Alors, quand on parle de la résistance, il y a ceux qui combattent sous l'uniforme, dans les unités militaires que je viens de brosser rapidement, et puis il y en a qui résistent en France. Alors en France, il y a des mouvements de résistance qui se créent dès 1940. Je prends le mouvement combat qui est le plus important, qui est créé par un capitaine français dès 1940, M. Freinet, et il n'y a aucun contact entre la France libre à Londres et les mouvements de résistance au début. Il n'y a pas de possibilité de communication. Donc, il y a un homme que je tiens absolument à citer quand je parle de la France libre, un très grand Français libre qui s'appelle Jean Moulin, que évidemment tout le monde connaît, qui a été préfet de Chartres, tout près d'ici, qui va porter un certain nombre. Alors, vous voyez tous alias, hein, ils ont tous des noms, évidemment, comme Leclerc, d'ailleurs, pour la colonne Leclerc. Leclerc, il ne s'appelle pas Leclerc,
il s'appelle De Hautecloque. Il prend le nom de Leclerc parce qu'il ne veut pas que les Allemands puissent faire pression sur sa famille. Alors Jean Moulin, il va jouer un rôle excessivement important. Il est préfet à Chartres, plutôt considéré comme un homme de gauche à l'époque. Il est donc révoqué par Vichy à l'automne 40. Et là, il va prendre une couverture, il va créer une galerie de peinture dans le sud de la France. Et puis, il va mener tout un combat souterrain qui va consister à prendre contact avec les mouvements de résistance. Il va arriver à rencontrer les chefs des mouvements de résistance qui sont en zone sud, Combat, Freinet, Libération Sud, Dastier de la Vigerie, etc. Il va rédiger tout un rapport. Il sait qu'il est interdit de quitter le territoire, donc il est attendu par la police au poste frontière. Il réussit néanmoins à passer en Espagne, à gagner Lisbonne, à prendre un bateau, tout ça sous sa propre initiative. Hein. Il n'a rien demandé à personne. Il va arriver à Londres et ça va être un des premiers hauts fonctionnaires français à dire au général de Gaulle « Je me range sous vos ordres et je continue la lutte à vos côtés ». Et il va expliquer, avec le rapport qu'il a rédigé, il va expliquer au général de Gaulle quelle est l'organisation des mouvements de résistance en France. Ce qui va avoir un rôle considérable, notamment au moment où le STO va être créé par le service du travail obligatoire, va être créé par le gouvernement de Vichy, parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de jeunes qui vont des classes qui ne font pas leur service militaire, puisque la France est en guerre, est occupée, et qui vont gagner des maquis pour échapper à ce service du travail obligatoire en Allemagne, et donc il va y avoir besoin de beaucoup de financement. J'ai eu la très grande chance à un moment qui a été très marquant pour moi. Notre fondation a organisé un voyage en Libye en 2012 pour les 70 ans de la bataille de Bir Hakeim. Et donc là, j'ai passé 48 heures au contact de Daniel Cordier. Est-ce que c'est un nom qui vous dit quelque chose? Bon, alors je vois qu'il y a des connaisseurs. Daniel Cordier était le secrétaire de Jean Moulin pendant les 11 derniers mois de Jean Moulin avant son arrestation à Caluire en juin 1943. Et Daniel Cordier, alors je l'avais lu déjà dans ses livres, mais Daniel Cordier m'expliquait que tous les mois, il y a de l'argent qui arrivait d'Angleterre par des avions qui venaient pendant les nuits de lune, sur des terrains d'aviation qui étaient indiqués par la résistance, et il y avait de l'argent qui arrivait. Et tous les mois, Jean Moulin disait à Daniel Cordier, Combat, vous donnez tant de millions, Libération Sud, vous donnez tant de millions, etc. Et Daniel Cordier m'a dit, mais dans ma chambre, j'avais plusieurs millions de francs cachés pour alimenter, et c'est devenu très 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 nécessaire parce qu'avec l'arrivée de tous ces jeunes dans les maquis, il fallait avoir des moyens financiers pour acheter de la nourriture, les équiper, etc. Après, quand on parle de résistance sur le sol national, il y a donc, j'essaie de vous l'expliquer, des mouvements de résistance qui se sont créés dès 1940. Quand Jean Moulin leur a dit « Maintenant, vous allez tous vous mettre au garde à vous et le chef, c'est le général de Gaulle », ça ne s'est pas passé tout seul. Hein. Pas du tout. Et deuxièmement, quand le général de Gaulle se trouve à Londres et qu'après il s'installe à Alger. Et son idée, c'est évidemment de rétablir la démocratie. Et en attendant de pouvoir faire des élections, il va créer une assemblée consultative. Et dans cette assemblée consultative, il va faire venir à Alger des représentants des anciens partis politiques d'avant-guerre, des représentants des syndicats d'avant-guerre, etc. Et ça ne va pas plaire du tout à un certain nombre de chefs de mouvements de résistance, notamment Freinet, qui s'y est beaucoup opposé. On dit que Freinet, arrivant à Londres par un avion partant la nuit, voit le général de Gaulle, ils dînent ensemble, et puis Freinet lui fait part de son mécontentement, etc. Et le général de Gaulle lui aurait répondu, écoutez Freinet, les Français choisiront entre vous et moi. Bon, donc, tout ça, ça se passe pas bien, et on ne sait pas, à l'heure actuelle, pourquoi l'arrestation de Caluire a eu lieu. Et il y a quand même un certain nombre d'historiens qui se posent la question de savoir si la dénonciation elle-même
ne viendraient pas de mouvements de résistance qui n'étaient pas forcément du tout d'accord avec ce que Jean Moulin essaie de mettre en place. Alors Jean Moulin, il a aussi un autre rôle excessivement important, c'est qu'il va quand même petit à petit arriver à convaincre les différents chefs de mouvement qu'il faut quand même s'unir, qu'il faut voir l'après-guerre, la reconstruction de la France, et il va créer le Conseil national de la résistance. Et c'est du Conseil, il présidera la première des réunions à Paris, il sera arrêté le mois suivant à Lyon, et c'est du Conseil national de la résistance que sont venues, à la fin de la guerre, de très très grandes décisions qui nous concernent encore aujourd'hui, parce que ça a été par exemple le droit de vote donné enfin aux femmes, quand on pense qu'un pays comme la Turquie, les femmes votaient en 1920, et deuxième chose, la création par exemple de la sécurité sociale, qui nous concerne. Alors, le général de Gaulle, à un moment donné, dit mais il faut aussi que la France libre soit présente en France. Il y a des mouvements de résistance qui ont été créés par des Français, mais il faut que la France libre ait son empreinte également au niveau de la résistance métropolitaine. Et il va confier à cet homme, André de Wavrin, qui prend comme nom Colonel Passy, du nom de la station de métro Passy à Paris, et qui n'est absolument pas un officier de service de renseignement. Il n'a jamais travaillé dans les deuxièmes bureaux et autres. Mais il va dire à de Wavrin, voilà, vous allez créer des réseaux. Et alors, je vous ai mis un exemple d'un chef de réseau dépendant du BCRA, donc du Bureau central de renseignement et d'action, donc qui est sous les ordres directs de Wavrin, qui est très connu sous l'alias de Colonel Rémy. Vous avez peut-être, il a beaucoup écrit, vous pouvez trouver des livres écrits par Rémy, qui crée, alors c'est un homme qui est très croyant, et il va créer un réseau en l'appelant la confrérie de Notre-Dame. Il a une adoration particulière pour la Vierge Marie, et il va placer son réseau sous la protection de la Vierge. Lui, il a eu la chance personnellement, lui, son épouse et ses enfants, de ne pas être arrêtés. Par contre, sa mère a été déportée, ses sœurs ont été déportées. Voilà un peu très rapidement l'organisation. Donc, la France libre va mettre en place un certain nombre de réseaux de résistance sous son égide, et notamment pour le département du Loiret, un réseau qui est connu, qui est le réseau Vengeance, qui est un réseau qui dépend du BCRA. Je suis en train, je vous laisse regarder ce tableau, à chaque fois que j'ai mis MPLF entre parenthèses, je pense que vous avez compris que ça veut dire mort pour la France. J'ai marqué ici les communes de votre secteur géographique telles que vous me les avez indiquées. J'ai commencé un travail de recensement à partir de différentes listes que j'ai croisées, et je suis en train de collationner petit à petit les photocopies des dossiers des différents Français libres dossiers qui sont au service historique de la Défense à Vincennes. Alors c'est compliqué parce que j'en ai 200 à avoir. Si je me rends, j'habite Tigy, si je me rends à Paris, vous voyez le déplacement que ça fait, bon, c'est pas grave, si je peux voir les 200 dans la journée, j'ai le droit d'en voir 5. Si je fais par la poste, j'ai le droit d'en avoir 5. Et pour en demander 5 nouveaux, il faut déjà que j'ai reçu les 5 premiers. Donc j'ai mis en branle un certain nombre d'amis, de proches, de gens de ma famille, de présidents, de représentants d'associations patriotiques du département. J'ai reçu un courriel comminatoire qui me disait en gros que j'allais bloquer à moi tout seul le SHD de Vincennes pendant des années. Enfin, je vous lis pas mot à mot parce que j'ai pas le courriel avec moi, mais en gros c'était le sens de leur réponse. J'ai fait le mort. À chaque fois que je vois les représentants des associations patriotiques dans différentes cérémonies, on me dit on ne reçoit rien, on ne reçoit rien, on ne reçoit rien. Puis là, ça y est, depuis 6 mois, ça commence. Et régulièrement, quand je vois des amis de ces associations, ah, ça y est, j'ai reçu la lettre de Vincennes. Il faudra peut-être 2 ou 3 ans pour que j'ai le tout. Alors, ce que l'on constate, je vous ai présenté très très vite les différentes
composantes de la France libre, les unités militaires, et je vous ai expliqué qu'il y avait des réseaux de résistance qui dépendaient du BCRA. Ben là, on trouve des gens du BCRA, on trouve ici un aviateur dont je vais vous reparler, on trouve ici un soldat de la première division française libre, on trouve ici un marin de la France libre, etc. Et donc, dans le département du Loiret, il y a 200 dossiers à Vincennes, ils ne sont pas tous à Vincennes. J'ai recensé pour le moment aux alentours de 270 Français libres concernant le département du Loiret. Le but, ça sera plus tard de pouvoir faire un système de publication, un site spécial qui leur sera dédié, je ne sais pas. J'ai déjà un certain nombre de dossiers qui sont arrivés. Le Loiret n'est pas évidemment le département où il y a eu le plus de Français libres. On est loin de l'Espagne. Les gens qui voulaient rejoindre l'Afrique du Nord et qui passaient par l'Espagne, en général, il y avait deux solutions. Enfin, il y avait toujours une solution, ils étaient cravatés par les Espagnols et mis en camp de concentration. René Ravion, dont je vous parlais tout à l'heure, qui était à bord, canonnier à bord du Fort Binger, là, ce cargo de la France libre, lui, il a passé pratiquement 1 an dans les geôles espagnoles. Et puis, alors, ces gens-là déchiraient leurs papiers français. Et ils disaient, nous, on est Canadiens français. On est Canadiens. Parce que ceux qui étaient arrêtés et dont les Espagnols étaient certains qu'ils étaient français, il y a encore un très vieux monsieur qui s'appelle Lucien Lalieuf qui habite à Séville, avec son frère et un cousin, ils sont passés en Espagne, les Espagnols les ont ramenés à la frontière. Ils les ont livrés aux Allemands, ils sont montés dans un train, ils sont partis à Borelbad. Et dans les 3, il y en a un qui n'est pas rentré. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des noms qui vous disent quelque chose. Il y a parmi vous, j'imagine, des gens de ces différentes communes. Alors, il y a beaucoup d'autres communes qui sont concernées. Il y en a à peu près un tiers dans le Loiret. Et sur ces 270, ce qui est assez étonnant, c'est que pratiquement, il y en a un tiers qui sont orléanais. Alors, je parle ici de gens qui sont nés dans le Loiret ou qui sont nés ailleurs et qui ont habité plus tard le Loiret pour différentes raisons. Alors, on va justement aborder maintenant les figures de ces 3 Français libres dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui. Le premier, qui est pour moi un homme emblématique, c'est Jean de Moselle. Est-ce que c'est un nom qui dit quelque chose? Est-ce qu'il y a des gens de Beaugency? Il a une avenue à Beaugency, absolument. Mais est-ce que vous en connaissez pour autant davantage son histoire? Non. Je vous parlerai également d'André Potel, qui était aviateur, et puis je vous parlerai du docteur Gillot. Il y a des gens des Pieds-en-Beauce. Oui. Il y a peut-être des gens qui ont connu le docteur Gillot. Voilà. Alors, Jean de Moselle, pour moi, c'est un type, c'est un monsieur exceptionnel, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors là, je m'assois parce que j'ai des détails à donner, donc je vais me référer à ce que j'ai préparé. Jean de Moselle est né le 21 mars 1915 à Nantes. Et en fait, comme son père devient gérant de propriété oncologue, la famille s'installe à Beaugency. Il fréquente l'école de Beaugency, puis le collège Saint-Joseph du Loquidie à Nantes, avant de poursuivre ses études en Angleterre. Ça va avoir une conséquence très positive pour l'avenir. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Au décès de son père en 1932, Jean de Moselle devient soutien de famille et devant abandonner sa scolarité, quitte le collège St. John's à Southsea pour reprendre les affaires paternelles et s'installer avec sa famille à Paris. Appelé sous les drapeaux en 1936, il est rapidement réformé pour inaptitude physique. Ça fait sourire quand on connaît l'avenir. Au moment de la déclaration de guerre, Jean de Moselle parvient à passer de nouveau devant une commission de réforme et réussit cette fois à se faire incorporer. Il obtient, et j'en arrive à ce que je vous disais il y a un instant, grâce à sa connaissance parfaite de la langue anglaise, à être affecté comme interprète auprès d'une escadrille de la Royal Air Force. Il est détaché au squadron numéro 1, où il en profite pour observer attentivement la technique des pilotes britanniques. Qu'est-ce qui se passe?
appuyer sur la touche échappement. J'appuie sur quelle touche? Parce que je suis perdu. Escape. Ok. Alors, ça va marcher maintenant. Voilà. Donc, il observe donc la technique des pilotes britanniques qui le laissent de temps en temps s'entraîner sur leur petit avion de liaison. Donc cet avion de liaison, c'est ce modèle d'avion. Donc j'en ai trouvé une photo, vous voyez, c'est un biplace. Les Anglais lui donnent le surnom de Mose. Alors, je ne suis pas angliciste, je me suis fait expliquer, on me dit que Mose, ça voudrait dire Moïse en fait. Alors là, il va se passer le grand moment dans sa vie, vous le voyez ici, le troisième. Là. Il va se passer un grand moment, c'est que lors de la retraite de juin 40, à un moment donné, Churchill se dit « la France est fichue, ça va être le tour de l'Angleterre, donc je vais avoir besoin des pilotes ». Et l'avenir de l'Angleterre à ce moment-là n'a reposé que sur les épaules de quelques centaines de pilotes anglais, polonais, norvégiens, enfin, il y avait un certain nombre de nations représentées parmi ces pilotes, et français. Il y a eu 13 français, et on va voir que Jean de Mauzet a joué un rôle important. Donc les pilotes repartent avec leurs avions de chasse en Angleterre. Jean de Mauzet se retrouve sur l'aérodrome de Château-Bougon à côté de Nantes, et il reste avec lui les mécanos anglais qui n'ont pas pu partir dans ces avions de chasse, des Hurricanes ou des Spitfire, à une place. Or, de Mauzet se dit, il y a encore un bimoteur, c'est ce modèle d'avion, le Bristol Bombay, qui est aussi sur l'aérodrome. Donc lui, il a quelques notions de pilotage, il a les mécaniciens anglais qui peuvent quand même l'aider, qui connaissent, ils savent comment on démarre les moteurs de ces avions, etc. Il se dit, après tout, on tente, il se met aux commandes de l'avion, il fait monter, là il y a une photo de l'intérieur, c'est pas la photo du vol de Mauzet, mais c'est pour vous montrer comment est fait l'avion à l'intérieur. Et puis il décolle vers l'Angleterre. Alors au début, moi je me disais, bon, il va se poser sur l'aérodrome de Sutton Bridge. Mais moi, dans ma petite tête, je me dis, Sutton Bridge, c'est dans le sud de l'Angleterre. Bon, il parle de Nantes, c'est pas tout près, mais c'est dans le sud de l'Angleterre. Pas du tout. Sutton Bridge, c'est ici. Donc, aujourd'hui, on trouve tout sur Internet. J'ai trouvé un site qui permet de calculer les distances à vol d'oiseau. Ben, pour un homme qui n'a que appris quelques notions de pilotage sur un petit avion comme ça, il fait un vol de 630 km. Et il sauve tous ces mécanos. Il descend de l'avion, je suis pilote. Il n'a jamais eu son brevet de pilote. Jamais. Quand je parle à des jeunes, là j'étais au collège de Courtenay il y a 10 jours, je leur dis, vous voyez, ce qu'on peut appeler le culot, la volonté d'un homme, le concours de la résistance en 2020, le thème c'est s'engager pour libérer la France. Lui, il a été, on peut dire, au-delà. Alors, Jean de Mauzet va rallier les forces françaises libres, enfin les forces aériennes françaises libres, le 24 juin 1940. Il n'y avait pas encore beaucoup de monde dans la France libre. Le discours l'appel du général ne datait que de 6 jours. Il va être admis en stage dans une unité opérationnelle d'entraînement. Et à l'issue de 3 mois, le 16 octobre 1940, l'aspirant de Mauzet, il est déjà officier, est affecté comme pilote à son ancienne unité, le squadron numéro 1, auprès de laquelle il était interprète en France. Là, il vole sur avion britannique, et alors, comme il est dans un squadron qui n'est pas une des unités des forces aériennes de la France libre, il vole sur un avion anglais. Donc la cocarde, elle est anglaise. La cocarde française, elle est l'inverse, c'est rouge autour et bleu au centre. Et là, le drapeau de dérive, il est aussi c'est le drapeau anglais, c'est pas le drapeau français qui est dans l'autre sens. Donc lui, il va vraiment voler auprès de camarades britanniques dans une unité britannique et non pas française libre. Alors il prend part à la bataille d'Angleterre durant l'automne 40, bombardement, destruction des radars, des aérodromes pour préparer un débarquement en Angleterre des troupes nazies. Le 8 novembre, il obtient sa première victoire en abattant un JU à Junker 88.
Le 24 mars 1941, il abat un Messerschmitt 109 et reçoit quelques jours plus tard son deuxième canon de lieutenant. Ce sont des époques où les gens montent très très vite en grade. Leclerc, en 40, il est capitaine, il a fait Saint-Cyr, il est capitaine quand il est fait prisonnier, il se sauve de la colonne qui l'emmène en Allemagne, quand à la fin de la guerre, il est général 4 ou peut-être même déjà 5 étoiles. Dans la nuit du 10 au 11 mai, il remporte sa 3e victoire, suivie d'une autre le 25 mai. 3 jours plus tard, il devient commandant de l'escadrille B du squadron numéro 1. Donc les Anglais donnent à un officier français, jeune officier français, dont ils ne savent pas qu'il n'a pas de brevet de pilote, le commandement d'une des 2 escadrilles du squadron numéro 1. Les 22 et 23 juin 1941, il remporte ses 5e et 6e victoires aériennes et par décret du 30 juin, il est fait compagnon de la Libération par le général de Gaulle. Le 29 juin 1941, Jean de Mosay est le premier Français nommé commandant d'une escadrille britannique, donc la première escadrille du squadron 91. Au cours du mois de juillet 1941, il obtient 3 nouvelles victoires et est promu capitaine le mois suivant. En août et septembre, il abat 4 nouveaux Messerschmitt 109 et détruit un appareil au sol. En novembre, il remporte sa 15e victoire aérienne sur un autre Messerschmitt 109 et en endommage plusieurs au sol. Quand on dit il en endommage plusieurs au sol, ça veut dire que d'Angleterre, il traverse la Manche et qu'il vient attaquer des aérodromes allemands en France. En janvier 1942, Jean de Mosay détruit en vol un nouveau Messerschmitt 109, terminant avec éclat son premier tour d'opération. Il est ensuite affecté pour 5 mois à l'état-major du 11e groupe qui commande la chasse dans le sud-est de l'Angleterre pour y donner des cours de tactique. Pour quelqu'un qui a commencé 2 ans avant à piloter un petit avion, les Anglais en arrivent à le propulser comme professeur. Est-ce que vous le reconnaissez sur la photo ? Alors, il est là, le premier à droite avec sa Mae West, son gilet de sauvetage. Début juillet, il prend le commandement du Squadron 91, donc squadron britannique, et c'est la première fois dans l'histoire de l'aviation anglaise qu'un officier français commande un groupe de chasse britannique. C'est pour vous dire à quel point il est reconnu en tant que pilote français libre par l'organisation militaire aérienne britannique. Alors ce squadron est spécialisé dans les vols à longue distance au-dessus des côtes continentales. Entre septembre et novembre 1942, il obtient 3 nouvelles victoires sur des Focke-Wulf 190. Pour éviter des représailles contre sa famille restée en France, Jean de Mosay prendra le nom de Morlaix lorsqu'il sera interviewé par Maurice Schumann à la radio de Londres, dans les émissions Les Français parlent aux Français. En quittant son commandement en janvier 1943, le commandant Morlaix, il est passé commandant entre-temps, a effectué plus de 400 missions de guerre et il est titulaire de 19 victoires aériennes homologuées et de 2 probables. Il est en outre responsable de la destruction partielle ou totale de nombreux bateaux et avions au sol. Palmarès qui fait de lui le 3e as français de la Seconde Guerre mondiale. Promu lieutenant-colonel en juin 1943, il était aspirant en 1940, il est affecté au commandement des forces aériennes françaises du Moyen-Orient. Alors, je vous ai parlé de la Syrie tout à l'heure, là les troupes de Vichy sont parties, donc c'est la France libre qui gère le pays, et là le général de Gaulle lui confie, dans le point qui est en rouge ici à Rayac, le soin de créer une école de pilotage pour instruire des pilotes français. Il arrive avec des briques et des brocs à fabriquer un avion-école qui sera reproduit à plusieurs exemplaires, donc au printemps 1944. Ensuite, en avril 1944, le colonel de Mosay crée en Algérie, toujours sous la demande du général de Gaulle, le groupe aérien de coopération Patrie qui est destiné à soutenir les forces françaises de l'intérieur du sud-ouest de la France.
Donc le groupement part d'Alger, parvient près de Toulouse le 26 août 1944 et participe activement aux opérations de libération, harcelant les troupes allemandes en remplissant plus de 200 missions offensives et détruisant 300 véhicules. Le mois suivant, le colonel de Mauzet est affecté au cabinet militaire du ministre de l'Air Charles Tillon. En octobre 1945, il est nommé adjoint au général commandant les écoles de l'air. Et puis arrive le drame, le colonel de Mauzet est en mission en Angleterre, la guerre est terminée, le 8 mai 1945. Le 19 décembre, il revient d'Angleterre dans un avion qu'il ne pilote pas, il y a un certain nombre de personnel dans cet avion, et l'avion s'écrase près du terrain du Buc à côté de Versailles, dans les Yvelines. Donc il est inhumé, là vous avez le carré militaire du cimetière de Beaugency, mais il n'est pas enterré là, il est enterré, quand je prends la photo, en fait sa tombe est derrière moi à une quinzaine de mètres. Par contre, dans le carré militaire, sa famille a fait installer une stèle en son hommage et donc une avenue porte son nom. Alors, il faut savoir aussi que l'aéroclub qui est basé à Saint-Denis-de-l'Hôtel, sur l'aérodrome du conseil départemental, l'aéroclub s'appelait jusque-là l'aéroclub Orléans-Loiret Colonel Morlaix. Et puis quand j'ai organisé en accord avec les familles et avec l'ordre de la Libération, les cérémonies d'hommage aux compagnons de la Libération liés au Loiret, j'ai été contacté par le président d'honneur, le colonel Jacques Chambon, qui est décédé depuis, qui est venu me voir en me disant: bon, j'ai plus le droit je suis trop âgé pour être instructeur avion, mais je suis instructeur ULM. Je ne délivre jamais un diplôme à un élève qui n'est pas capable de me parler de Jean de Mauzet, c'est mon grand homme. Donc le colonel Chambon, président d'honneur de l'aéroclub, va voir son président en disant: attends, la Fondation de la Francine va organiser des cérémonies en hommage aux compagnons de la Libération du Loiret. Moi, je souhaite qu'on participe. Et alors, on est arrivé au cimetière de Beaugency. On ne voit pas là sur la photo, mais le rassemblement est ici. Et on voyait les trois avions qui tournaient au-dessus de la Loire, qui tournaient en rond, en attendant qu'on leur donne le top départ. Et ils sont venus, alors il paraît que ça a fait du bruit à Beaugency ce jour-là, ils sont partis de l'ouest vers l'est, en formation triangulaire avec les phares de piste allumés. Ils ont fait demi-tour, ils sont en train, là. Ils font demi-tour à l'autre bout de Beaugency, côté Blois, et ils font un deuxième passage au-dessus du cimetière de Beaugency. Et voilà. Alors voilà pour un des pilotes, un des Français libres dont je voulais vous parler. Vous avez ici donc non seulement l'aéroclub de Saint-Denis-de-l'Hôtel porte son nom, mais j'en parlerai tout à l'heure pour André Potel, le conseil départemental a construit 5 hangars, et 4 hangars portent le nom de pilotes de la France libre, donc Jean de Mauzet, René Potel, Arnaud de Saxé, qui est né et inhumé à Saint-Jean-de-Bray, Pierre Marchal, et le 5e aérodrome porte le nom, alors là c'est pas la parité, hein, mais il y a quand même une femme qui est honorée, qui n'est pas française libre, qui était résistante pendant la guerre, qui est Adrienne Bolland, ça vous dit quelque chose? Qui est la première femme à avoir traversé les Andes en avion, je crois, en 1925, 1920 ou 1925, qui est enterrée à Donnery. Alors voilà pour un des Français libres. À droite, vous voyez ici Pierre de Mauzet, le jeune frère de Jean. Il est décédé depuis. Il a un fils qui s'appelle Jean de Mauzet, comme l'oncle. Et Pierre de Mauzet, évidemment, a été ce jour-là extrêmement ému qu'on rende un tel hommage à son frère. Le deuxième dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est le docteur Xavier Gillot. Alors, à chaque fois, je vous montre les décorations. Lui, il est officier de la Légion d'honneur, Croix de la Libération, la médaille de la Résistance, la Croix de guerre, la médaille des blessés, etc. Et il a une médaille américaine. Vous avez pu repérer tout à l'heure pour Jean de Mauzet qu'il a beaucoup de décorations anglaises et américaines également, belges, tchèques, parce qu'évidemment, en tant que pilote, il est en contact avec beaucoup plus de pilotes d'autres nations, et donc il est connu
je dirais plus internationalement que Xavier Gillot lui-même. Alors Xavier Gillot est né le 22 décembre 1909 à Autun, en Saône-et-Loire, d'un père qui exerçait la profession d'avoué. En septembre 1930, il entre à l'école de santé navale de Bordeaux et devient médecin sous-lieutenant des troupes coloniales en 1931. Rapatrié sanitaire fin 1938, il est affecté le 3 septembre 1939 au 203e régiment d'artillerie coloniale. Il prend part à la, entre guillemets, drôle de guerre, à Bitche, puis à Montmédy, avant d'être affecté en Afrique équatoriale française en février 1940, avec le grade de médecin capitaine. Il fait partie de l'équipe de prospection de la trypanosomiase, autrement dit la maladie du sommeil, du Moyen-Congo, en qualité de médecin-chef du groupe sanitaire mobile numéro 1. Engagé dans les forces françaises libres le 28 août 1940, en fait on appelle ça les Trois Glorieuses. Il y a 3 journées au cours desquelles 3 des colonies de l'Afrique équatoriale française disent « on rejoint la France libre ». Donc abandonne Vichy. Grâce au gouverneur. Sous la coupe du gouverneur du Cameroun, qui est nommé par le général de Gaulle gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, et qui s'appelle Félix Éboué, qui est peut-être le seul haut fonctionnaire noir. Il est originaire de Guyane, Rouge, j'étais en train de chercher. Et donc, il est nommé évidemment compagnon de la libération. Il a été préfet de Guadeloupe avant. Tout à fait. Alors, le docteur Gillot devient du coup l'un des premiers médecins d'Afrique équatoriale à se rallier au mouvement de la France libre. Il y en a un autre, mais il ne faut pas que je dévie trop parce qu'on quitte votre secteur géographique pour aller à Orléans. Vous connaissez tous la place de Gaulle, vous connaissez tous le bâtiment de la sécurité sociale. Oui. En 2012, on a inauguré avec Serge Loire, sur la gauche, vous avez 3 panneaux. Oui. Vous les voyez? Oui. Vous regarderez peut-être plus attentivement la prochaine fois. Dans les 3 panneaux qui rendent hommage à 3 Français libres, compagnons de la Libération, il y a un panneau qui parle du docteur Jean Lacatini, qui est un autre médecin qui rallie la France libre en Afrique équatoriale. Alors, maintenu dans un premier temps à la tête de son groupe sanitaire, malgré son désir ardent de participer aux opérations militaires, il est finalement affecté en novembre 1942 au régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad, RTST, à Fort-Lamy. Il prend part avec la colonne Leclerc aux campagnes du Fezzan, la région où ils vont prendre, Leclerc va prendre l'oasis de Koufra, puis aux campagnes de Tripolitaine et de Tunisie. Xavier Gillot participe à la formation de la 2e DB au Maroc. Je vous ai expliqué tout à l'heure que la colonne Leclerc et les troupes qui obéissent à Vichy, qui sont au Maroc et en Algérie, sont amalgamées pour créer la 2e division blindée. Donc là, vous avez les différents écussons des différentes unités de la 2e division blindée. Toutes celles où vous retrouvez une croix de Lorraine sont des unités préalablement françaises libres. Celles pour lesquelles il n'y a pas la croix de Lorraine sont des unités qui appartenaient jusque-là à l'armée dite d'Afrique, basée en Afrique du Nord. Alors il y a un écusson qui est évidemment célèbre pour nous, gens du Loiret, qui est l'écusson du 12e cuir de Livet, qui est un régiment ayant appartenu à la 2e division blindée. Alors, il met entièrement sur pied la 2e compagnie du 13e bataillon médical et montre de remarquables qualités d'organisateur. Il s'illustre au cours de la campagne de France, après le débarquement, à la tête de sa compagnie médicale. Le 9 août 1944, à Saint-James dans la Manche, il est blessé à la jambe par un éclat de bombe d'avion. Il refuse de se laisser évacuer et continue à assurer son commandement. Il prend donc part aux opérations du 10 au 18 août, faisant preuve du plus grand sang-froid et d'un parfait mépris du danger. S'ensuivent les combats du Mans, d'Alençon, de Carouge et Longjumeau, la libération de Paris et les combats du Bourget. Promu médecin commandant en septembre 1944, il participe à la campagne des Vosges et à la libération de Strasbourg, où vous avez ici le serment prononcé par à l'époque le colonel Leclerc à Koufra, où il jure avec ses soldats de ne déposer les armes que le jour où nos belles couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg.
Pendant la campagne d'Alsace, et plus particulièrement du 28 novembre au 2 décembre 1944, il se dépense pour obtenir un rendement maximum de ses sections de ramassage et de traitement, se tenant avec les éléments de tête pour organiser les évacuations. Donc, lui aussi, un très grand courage. Il poursuit son action jusqu'à Berchtesgaden en mai 1945. Berchtesgaden, vous savez tous à quoi ça correspond, le nid d'aigle d'Hitler, là où Hitler avait d'ailleurs fait chasser une partie de la population du coin pour établir sa propriété. Donc on voit ici, je ne sais pas si la photo est suffisamment bonne, on voit le général Leclerc, là il est 3 étoiles déjà, arrivé à Berchtesgaden. De 1946 à 1949, Xavier Gillot est médecin hors cadre au Cameroun, comme directeur adjoint du service d'hygiène mobile de Yaoundé, puis comme médecin-chef de la région de l'Adamaoua. De 1950 à 1953, il sert aux Nouvelles-Hébrides comme médecin-chef du service de santé de Port-Vila. Vous connaissez ? Promu au grade de médecin lieutenant-colonel en 1953, il prend sa retraite l'année suivante. Médecin-colonel de réserve, il s'installe alors comme médecin de campagne à Épian-Beauce jusqu'en 1976. Et en 2010, nous organisons une cérémonie. J'ai été frappé parce que c'est des cérémonies qui ont eu lieu pour tous les compagnons de la libération du Loiret au cours de l'année 2010. C'est la cérémonie où il y avait un monde impressionnant parce que beaucoup de gens l'ont connu, ce qu'a été votre cas, et ils l'ont eu même comme médecin de famille. Alors, il fait construire une maison à Épian-Beauce, et évidemment, le don qui est donné à la maison, à la rue, il lui est proposé que la rue dans laquelle il a fait construire sa maison s'appelle la rue du Général de Gaulle. Donc quand vous arrivez à Épian-Beauce en venant de la route Orléans-Le Mans, c'est la première rue sur la gauche où il y a quelques maisons. Alors il est décédé le 10 juin 1996 dans sa propriété d'Épian-Beauce. Donc là on voit sa fille aînée. Il y a 2 filles, sa fille aînée qui dépose une gerbe sur la tombe de ses parents. Il y a évidemment un peloton du 12e cuir d'Olivet qui vient lui rendre hommage. Et puis M. Gauchard, avec une petite fille du docteur Gillot, dévoile la plaque qui porte son nom, que vous pouvez voir sur le mur de la mairie. Et donc le nom de la place est donné... le nom du docteur Xavier Gillot, est donné à cette place. Et le voilà dans ses vieux jours. Alors, le dernier des 3 compagnons, des 3 Français libres dont j'ai choisi de vous parler, c'est donc André Potel. Alors, André Potel, j'ai découvert avec son dossier de Vincennes, et puis en même temps l'Association des maires du Loiret, a fait parvenir aux maires des communes concernées par des Français libres ma demande, à savoir récupérer les actes de naissance de tous ces Français libres. J'ai envie de savoir aussi qui étaient leurs parents, quel métier ils exerçaient, etc. Voir un peu le milieu duquel ces Français libres sont sortis. Et alors j'ai découvert que, en fait, ceux qui annoncent la naissance d'André Potel à la mairie de Beaugency sont en réalité ses grands-parents. Sur l'acte de naissance, ils sont marqués comme père et mère. Alors je me dis, ils sont quand même très âgés, plus de 40 ans tous les deux, mais ça reste possible. Et puis en fait, en marge, il y a un jugement du tribunal civil d'Orléans, 27 octobre 1922, qui retranscrit sur le registre des naissances de Beaugency le 10 novembre 1922. L'acte de naissance de l'enfant est rectifié comme suit: fils de Anne-Marie Potel, donc il porte en fait le nom de sa mère et de son grand-père maternel. Célibataire majeur, et nom de Henri-Louis Potel et de Hélène Céline Candel, qui sont en fait ses grands-parents maternels. Alors ce sont des gens qui sont belges, qui sont réfugiés en France, et qui sont restés en France vraisemblablement après la Première Guerre mondiale. André Potel se marie à Lille le 8 avril 1939 avec Marguerite Hellebaude, et le capitaine André Potel sert ensuite au 103e régiment d'artillerie. Il est blessé le 14 mai 1940, donc 4 jours après l'attaque allemande,
à Faousseau, dans les Ardennes. Il s'est marié jeune. Il s'est marié jeune. Il est hospitalisé à l'hôpital de Lamballe. Il est évacué le 22 juin 1940 à l'hôpital britannique de Stoke-on-Trent, à Liverpool. C'est sa chance, il échappe à la captivité en partant en Angleterre. Il rallie les forces aériennes françaises libres. Comme élève pilote, il signe son engagement dans la FAFL le 14 octobre 1940 et demande à devenir pilote. Comme la plupart de ses camarades, il choisira un pseudonyme, toujours pour que la famille ne soit pas inquiétée en France, John Phil, afin de ne pas exposer sa famille restée en France aux représailles promis aux proches des déserteurs par le régime de Vichy. Il s'entraîne dans les écoles de la Royal Air Force. À sa sortie de l'Operational, excusez-moi, je parle pas anglais, Training Unit 52, le 24 avril 1942, il est tout d'abord affecté au Squadron 93, qui est une unité britannique, qui n'est pas une unité française. Le 17 juin 1942, puis il rejoint le groupe de chasse numéro 2, Île-de-France, qui là est un groupe de chasse français libre. Le Squadron 340 pour les Britanniques, le 22 septembre 1942, avant d'être promu adjudant. Au cours d'un exercice de vol en piqué au-dessus de la mer, le Spitfire de l'adjudant Potel ne redresse pas à temps et percute la mer à 7 km de l'île de Man. Les secours britanniques ne découvrent qu'une tache d'huile à l'endroit où l'avion a disparu. L'adjudant André Potel est mort pour la France en service aérien commandé le 19 octobre 1943. Le groupe de chasse Île-de-France, voici son écusson britannique et voici son écusson français. Et cette photo où je me lave plus la main droite depuis l'époque, je tiens la croix de la libération du groupe de chasse Île-de-France dans la main, et ça c'est le jour de la cérémonie à Saint-Denis-de-l'Hôtel, quand on inaugure les 5 hangars dont je vous ai parlé. L'Île-de-France, dont a fait partie André Potel, en 4 années, a effectué 7100 sorties de guerre, détruisant ou endommageant 75 avions ennemis et larguant 400 tonnes de bombes. L'ensemble de l'Île-de-France. L'Île-de-France, composée de 2 flats ou escadrilles, respectivement baptisées Paris et Versailles, a perdu 38 pilotes. Il reçoit la médaille militaire et est honoré de la Croix de la Libération. Il est cité 4 fois à l'ordre de l'armée aérienne et 1 fois à l'ordre des FAFL. De ces rangs sont issus 22 compagnons de la Libération. 22, il y en a eu 1038 au total, c'est tout. Le samedi 22 octobre 2005, au cours de la même cérémonie que pour Jean de Moselle, sur l'aérodrome de Saint-Denis-de-l'Hôtel, un des 5 hangars inaugurés porte le nom d'André Potel. Et vous voyez la plaque de près, vous voyez le nom au-dessus du hangar, vous voyez un militaire de l'Île-de-France, et puis un petit clin d'œil aussi à une grande dame qui nous a quittés en 2008. Alors, est-ce que le nom d'Yvette Colère dit quelque chose à certains dans cette salle? Oui? Voilà. Bon, alors, Madame Colère n'est pas française libre. Elle a fait partie d'un mouvement de résistance qui s'appelait Libération Nord, mais elle était adhérente de la Fondation de la France libre. Elle organisait chaque année, elle se débrouillait pour trouver les fonds nécessaires, et chaque année, elle récompensait par un voyage en Allemagne, sur des lieux d'un camp de concentration, les lauréats premier prix du concours de la résistance. Et pendant plusieurs années, elle me disait « Étienne, il faudra que vous preniez la suite, Étienne, il faudra que vous preniez ma suite ». Et donc aujourd'hui, rentre d'Autriche, dans le cadre du prix Yvette Colère-Choquet, évidemment, on a donné son nom à cette action, Choquet étant son nom de jeune fille, Colère son nom d'épouse, rentre aujourd'hui d'un voyage en Autriche avec l'amicale de Mauthausen, un professeur d'histoire qui est un type formidable qui anime au sein du collège Geneviève de Gaulle-Antoniose un club résistance depuis au moins 15 ans, et il rentre avec 2 élèves qui ont obtenu le prix devoir individuel collège cette année. Et il faut savoir aussi que souvent ces gens-là, ça a été dit ce matin par notre premier intervenant, souvent ces gens puis par Hélène Moucharzé aussi pour une dame qui refuse la médaille des Justes, ces gens-là, ils estiment avoir fait leur devoir et donc ils sont humbles et en général ils n'en parlent pas beaucoup de ce qu'ils ont fait pendant cette grande parenthèse de leur vie.
Ben, Madame Colère, un jour, Éric Deligé lui dit « Je veux donner votre nom au Collège des Bordes ». Alors, je ne sais pas quelle a été, quand on la connaissait, je ne sais pas quelle a été la réponse précise, mais ça a pu être du style « Vous voulez rire ?» Elle a dit « Mais moi, j'étais voilà, une petite bonne femme dans la résistance. » Et c'est Madame Colère qui a proposé le nom de Geneviève de Gaulle-Antoniose à Éric Deligé, et c'est comme ça que le Collège des Bordes s'appelle de ce nom. Voilà. Le samedi 22 octobre, donc je vous l'ai dit, des hangars, et dans son intervention, M. Repère, membre de notre fondation, à l'origine de ce projet des hangars de Saint-Denis-l'Hôtel, avant mon arrivée au poste de délégué du Loiret de la Fondation de la Francine, a rendu hommage aux deux pilotes dont je viens de vous parler. Je cite, « Jamais, je crois, depuis la fin de la guerre, un hommage de l'ampleur de celui que nous allons rendre aujourd'hui n'a été rendu simultanément à autant d'aviateurs de la France libre. C'est donc à un événement très exceptionnel que vous nous permettez de participer, Monsieur le Président du syndicat mixte, donc Monsieur Deligé, et tous les membres qui avaient accepté les 4 noms que je vous avais proposés pour ces hangars de Saint-Denis-de-l'Hôtel. » Ensuite, il parle de Jean de Mauzet. Le parcours de Jean de Mauzet mériterait amplement de figurer dans les manuels d'histoire de nos enfants. Hormis au cours de la période révolutionnaire, il n'est pas d'exemple comme le sien qui le voit, à l'approche de la guerre, tout faire pour être appelé au service militaire dont on l'avait réformé, puis passer de l'état de soldat de 2e classe du train à celui de colonel de l'armée de l'air, couvert des décorations les plus prestigieuses, pilote de chasse parmi les plus grands de l'histoire, après avoir été le premier Français à avoir commandé un squadron britannique. Et à propos d'André Potel, M. Repère dit « C'est André Potel, enfin, qui illustre le courage lucide du petit nombre de ceux qui refusèrent de quitter l'Angleterre où il avait été évacué pour continuer la lutte contre la tyrannie nazie. Sa mort à l'entraînement évoque la difficulté du métier de pilote de chasse qu'il avait choisi. » Alors, est-ce que vous êtes encore d'attaque pour un quart d'heure d'exposé concernant l'ordre de la libération? J'y vais. Alors, la Croix de la Libération, je vous l'ai fait circuler, c'est un exemplaire que l'on peut se procurer auprès de... comment ça s'appelle? L'Office des monnaies. Non, oui, c'est ça, la monnaie française. Enfin, j'ai plus le terme exact en tête. Et en fait, l'ordre de la Libération, qui est dirigé aujourd'hui par le général Baptiste, Conseil national des villes compagnons de la Libération, a fait paraître un article il y a 2-3 mois, où il reprend, alors c'est une carte écrite de la main du général de Gaulle, qui dit ceci: médaille commémorative de la guerre 1870-71, décernée à mon père et qu'il a portée. La guerre de 70-71, dans la région, elle a été très prégnante. Et l'ordre de la Libération se pose la question de savoir, au moment où la Croix de la Libération a été créée, si la couleur du ruban n'a pas été décidée en fonction de cette médaille que le père du général de Gaulle avait reçue, parce qu'on retrouve le vert et le noir. Alors, le général de Gaulle, chef de la France libre, décide de créer une décoration, la Croix de la Libération, toujours en opposition à la croix gammée des nazis. Vous la voyez sur la diapositive, l'exemplaire a circulé déjà auprès de vous. Comme il n'est pas le chef de l'État, il ne peut pas attribuer la Légion d'honneur. Donc, il va créer par l'ordonnance numéro 7, signée à Brazzaville. Brazzaville devient la capitale de l'Afrique équatoriale française libre. Il institue par cette ordonnance l'ordre de la Libération le 16 novembre 1940. L'admission dans l'ordre est destinée à récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans l'œuvre de libération de la France et de son empire. Je vous ai expliqué donc la carte du général de Gaulle et la médaille que son père avait obtenue pendant la guerre de 70. Alors vous avez ici le projet qui a été réalisé par le capitaine des forces françaises libres, Tony Mella. La maquette a été exécutée par la succursale londonienne du joaillier Cartier. Évidemment, tout ça, ça se décide à Londres. La croix est très sobre. C'est un écu de bronze poli, rectangulaire de 33 mm de haut sur 30 mm de large, portant un glaive de 60 mm de haut sur 7 mm de large.
dépassant en haut et en bas, surchargé d'une croix de Lorraine noire. Les couleurs du ruban ont été choisies de façon symbolique. Le noir exprime le deuil de la France opprimée par les Anglais.